Une épouse de 48 ans a découvert, via le groupe WhatsApp familial, une photo romantique de son mari de 25 ans avec une autre femme. Alors que tous feignaient la normalité, elle a enquêté discrètement pendant 6 mois, découvrant non seulement l'infidélité, mais aussi la complicité de toute la famille. Quand elle a appris qu'il prévoyait de s'enfuir avec sa maîtresse après avoir vidé les comptes, elle a transformé sa douleur en force. Lors de la confrontation finale, elle a tout exposé sur ce même groupe familial, se libérant non seulement du mariage, mais aussi des attentes qui l'emprisonnaient. Une histoire de trahison, de dignité et de renaissance qui touchera votre cœur. Ce dimanche d'hiver, l'odeur des épices emplissant la cuisine et le doux crépitement du riz dans la casserole était aussi familier que le sentiment de vide qui s'était installé en moi depuis longtemps, sans que je m'en rende compte. 52 ans de mariage, 7 décennies de vie, et j'étais encore là, à émincer des oignons pour le déjeuner dominical, en attendant l'arrivée de la famille. Les larmes qui coulaient sur mon visage à ce moment-là n'étaient pas seulement dues à l'oignon, elles venaient aussi de l'épuisement d'une vie entière, dédiée aux autres, rarement à moi-même. C'est alors que mon portable a vibré. Ma petite fille m'avait appris à utiliser cet appareil qui, selon elle, me connecterait au monde. Elle ne savait pas qu'en ce jour, il me connecterait à la vérité que tous me cachaient. Une photo sur le groupe WhatsApp de la famille. Une photo qui n'aurait pas dû être là, envoyée accidentellement par ma belle-sœur Marlène. Sur l'image, mon mari Antoine, 73 ans, souriait, en tenant la main d'une femme que je n'avais jamais vue. « Regardez qui j'ai croisé au restaurant hier », disait la légende. Pendant un instant, mon cœur s'est simplement arrêté. Mes doigts, ridés et marqués par le temps, tremblaient, tandis que je faisais ce que ma petite fille m'avait enseigné. J'ai fait une capture d'écran. Quelques secondes plus tard, l'image a disparu du groupe, mais elle est restée gravée sur mon portable et dans mon âme. J'ai observé les réactions. Des émojis de surprise, des messages vagues comme « Oups !» et finalement, ma belle-mère, de 94 ans, toujours aussi lucide. Je crois que ça ne devait pas être ici. Personne ne m'a mentionné. Personne ne m'a demandé si j'avais vu. C'était comme si moi, Amélie, je n'existais pas dans ce groupe, bien que j'en sois l'épouse depuis plus de 5 décennies. Je suis retournée remuer la cocotte du bœuf bourguignon tout en digérant cette information. 52 ans de mariage, 2 enfants, 5 petits-enfants, une arrière-petite-fille en route. Et pourtant, j'étais là, la dernière à savoir que mon mari menait une double vie. « Mamie, tu te sens bien ? Tu es toute pâle. » C'est la voix de ma petite fille, aînée, Gabrielle, qui m'a ramenée à la réalité. Elle était arrivée plus tôt pour m'aider. Je l'ai regardée et je me suis demandé, savait-elle aussi ? Je vais bien, ma chérie. Juste la fatigue de l'âge. J'ai menti avec un sourire. Le premier de nombreux mensonges que je raconterai, dans les mois suivants, en faisant semblant que rien n'avait changé. 2 heures plus tard, toute la famille était réunie autour de la table. 15 personnes mangeant le bœuf bourguignon qui avait failli déborder pendant que je contemplais la fin de mon mariage. J'observais attentivement chaque visage. Mon fils aîné avec sa femme, ma fille avec son mari et leurs 3 enfants, ma belle-sœur Marlène avec son mari Claude, ma belle-mère et bien sûr Antoine. Conversation sur la politique, le football, le prix de l'essence. Personne n'a mentionné l'éléphant dans la pièce. Personne n'a posé de questions sur la photo. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'ils savaient tous. « Le plat est un peu salé aujourd'hui, non ?» commenta ma belle-fille. Avec un sourire poli. « Comme la vie, ma chère, comme la vie. » ai-je répondu, observant le visage d'Antoine blêmir. Cette nuit-là, allongée à côté de l'homme qui partageait mon lit depuis plus de 5 décennies, j'ai fait semblant de dormir tout en planifiant mes prochains mouvements. Il n'y avait pas de place pour les larmes, pas encore. Il y avait quelque chose de presque libérateur dans ce moment de clarté absolue. Comme si, à 72 ans, je pouvais enfin voir la vérité qui avait toujours été là, obscurcie par des décennies d'abnégation. « Tu vas bien, Amélie ? Tu respires différemment. » La voix d'Antoine résonna dans le noir. « Je rêve juste, Antoine. Je rêve d'une vie différente. » ai-je répondu sans ouvrir les yeux. Les jours suivants, j'ai adopté une stratégie que je n'avais jamais utilisée de toute ma vie. Observer en silence. J'ai commencé à remarquer des schémas dans le comportement d'Antoine qui m'échappaient auparavant.
Comment il sortait toujours plus élégant les mardis et jeudis. Comment il souriait à son portable quand il pensait que personne ne regardait. Comment il avait commencé à utiliser un nouveau parfum à 73 ans. Des détails qui, additionnés, racontaient une histoire d'infidélité qui durait probablement depuis des années. 2 semaines après l'incident. De la photo, j'ai invité ma belle-sœur Marlène à prendre un café. À 67 ans, Marlène avait toujours été la moderne de la famille, celle qui voyageait seule et avait Instagram. Nous nous sommes retrouvés dans ce salon de thé chic qu'elle adorait, loin des regards de la famille. Quelle surprise cette invitation, Amélie. Tu n'as jamais beaucoup aimé cet endroit. Commenta-t-elle en s'asseyant. À 72 ans, je découvre encore ce que j'aime et ce que je n'aime pas, Marlène. Ai-je répondu, observant son visage se contracter légèrement. Comme cette photo que tu as postée sur le groupe. Je ne savais pas que mon mari fréquentait ce restaurant. Le silence qui suivit confirma mes soupçons. Marlène tripota sa serviette, ajusta ses lunettes, but une gorgée d'eau. Amélie, Épargne-nous, Marlène. Épargne-nous l'humiliation de nouveaux mensonges. Je veux juste savoir depuis combien de temps vous savez tous. Ses yeux s'emplirent de larmes. 3 ans, environ. Ça a commencé après sa retraite. La femme est une ancienne collègue de travail, veuve, la 60aine. Plus jeune donc. Ai-je commenté avec un calme qui nous surprit toutes les deux. Amélie, nous avons essayé de lui parler. Enfin, pas tous. Mais Claude et moi lui avons dit que ce n'était pas bien. Seulement, tu connais ton mari. Toujours si... Elle hésita. Persuasif, ai-je complété. Oui, je le connais bien. 52 ans de vie commune tendent à nous donner cette familiarité. Le sarcasme coulait de ma voix comme du miel amer. Et le reste de la famille? Ton fils sait. Il a découvert il y a environ 2 ans en les voyant ensemble dans un restaurant. Il y a eu une dispute, mais après, tu sais comment est la solidarité masculine. Solidarité. J'ai répété le mot, sentant son goût amer. Quel mot intéressant pour définir la complicité dans la trahison. Amélie, essaie de comprendre. Personne ne voulait te faire de mal. Tu avais déjà traversé tant de choses avec la perte de ta sœur, puis ton problème cardiaque. Tout le monde a pensé que ce serait pire pour toi de savoir. J'ai pris une gorgée du café qui avait refroidi. Vous avez donc décidé pour moi, vous tous, assis un dimanche pendant que je préparais le déjeuner, vous avez voté sur ce que mamie Amélie devait savoir ou non sur sa propre vie. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça, Marlène. Mais maintenant, les règles ont changé. Cette même semaine, j'ai ouvert mon propre compte bancaire. Quelque chose que je n'avais jamais eu de toute ma vie d'adulte. Nous avions toujours tout partagé, Antoine et moi. Du moins, c'est ce que je pensais. Avec l'aide de ma petite fille Gabrielle, la seule en qui j'avais décidé d'avoir confiance, j'ai transféré la moitié des économies qui se trouvaient sur le compte joint. C'était l'argent de la vente de l'appartement de vacances il y a 2 ans, plus ma part de retraite qui allait toujours directement sur le compte d'Antoine. Mamie, tu es sûre de ça? Peut-être devrais-tu d'abord parler à papy? Gabrielle semblait inquiète pendant qu'elle m'aidait à la banque. Ma chérie, à 72 ans, j'ai appris que certaines conversations ne sont productives que lorsque vous avez déjà un plan B. Ton grand-père a eu 3 ans pour me parler. Maintenant, c'est à mon tour de fixer les termes. Le mois suivant, j'ai continué la même routine extérieure. Les déjeuners du dimanche, les appels aux enfants, même les promenades occasionnelles avec Antoine. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était réveillé. Une force que je ne savais pas exister. Une clarté mentale que des décennies de condescendance avaient obscurcie. Un de ces après-midi, en rangeant la chambre, j'ai trouvé des reçus d'hôtel dans le portefeuille d'Antoine. Pas les plus récents. Ceux-là, il avait certainement pris soin de mieux les cacher, mais datant de 6 mois. La douleur que j'ai ressentie n'était pas due à la trahison elle-même, mais au souvenir de cette date spécifique. C'était le jour où j'avais été hospitalisée pour des complications cardiaques. Pendant que mes enfants se relayaient à l'hôpital, mon mari était dans les bras d'une autre, dépensant l'argent qui aurait dû être pour notre avenir. J'ai soigneusement plié le reçu et les rangé dans une vieille boîte à couture où j'avais déjà commencé à collectionner d'autres preuves, captures d'écran de conversation sur le portable d'Antoine que j'avais réussi à voir quand il l'oubliait déverrouillé, notes de date où il disait être à un endroit, mais était vu ailleurs, même une liste de cadeaux coûteux qui avait considérablement diminué nos économies ces dernières années. Pourquoi tout ça, mamie? Pourquoi ne pas le confronter tout de suite,
demanda Gabriel, quand je lui ai montré ma collection croissante de preuves. Parce que, ma chérie, quand tu es une femme de 72 ans, qui a consacré toute sa vie à sa famille, tu dois être absolument sûre avant de secouer les fondations. Il ne s'agit pas seulement d'exposer une trahison. Il s'agit de récupérer ma dignité, mon indépendance financière, et oui, peut-être un peu de la jeunesse que j'ai perdue à m'occuper des autres. Un jour, lors d'un déjeuner de famille, j'ai décidé de tâter le terrain. Nous étions tous réunis, comme toujours, quand j'ai mentionné nonchalamment que je pensais faire un voyage seule. Quelle absurdité, Amélie. Ma belle-mère fut la première à réagir. Une dame de votre âge, voyager seule, qu'est-ce que les gens vont penser ? Probablement la même chose qu'ils pensent d'un monsieur de 73 ans sortant avec une autre femme, maman, ai-je répondu, avec un sourire serein, observant le silence embarrassant qui s'installa à table. Mon fils s'étouffa avec son vin. Ma belle-fille fit semblant de ne pas avoir entendu. Ma belle-sœur Marlène regarda son assiette, comme si le secret de la vie éternelle y était écrit. « Tu dis des bêtises, Amélie ?» Antoine répondit enfin, mais sa voix trahissait sa nervosité. « Ah oui ? Quel dommage. Je pensais qu'après 52 ans de mariage, nous pourrions enfin être honnêtes l'un envers l'autre. Je me servis plus de salade, comme si nous discussions simplement de la météo. Cette vinaigrette est particulièrement bonne aujourd'hui, vous ne trouvez pas ? Le secret, c'est le vinaigre balsamique. Cher, mais ça vaut chaque centime, tout comme la discrétion, n'est-ce pas ? 3. Mois après avoir découvert la trahison, je me suis inscrite à un cours d'informatique de base à la maison de quartier près de chez moi. Antoine a ri quand je lui ai raconté. « À ton âge, Amélie ? Pourquoi faire ? Tu arrives à peine à envoyer un message sur ton portable. » Exactement pour ça, mon cher. Une dame de mon âge doit se tenir à jour. On ne sait jamais quand. On aura besoin de se débrouiller seul, n'est-ce pas ? Le cours m'a ouvert un monde de possibilités. Non seulement j'ai appris à mieux utiliser l'ordinateur et le portable, mais j'ai rencontré d'autres femmes de mon âge avec des histoires similaires ou pires que la mienne. Des femmes qui avaient trouvé un but et une indépendance après 70 ans, après des décennies à croire que leur seule valeur résidait dans le soin des autres. L'une d'elles, Simone, est devenue mon amie la plus proche. À 68 ans, elle avait divorcé après avoir découvert que son mari entretenait une deuxième famille dans une autre ville. Sais-tu ce qui a été le pire, Amélie ? Ce n'était pas la trahison. C'était de réaliser que j'avais gaspillé 40 ans à n'être que la femme de quelqu'un, jamais moi-même. Ces mots résonnèrent profondément en moi. Combien de fois avais-je été présentée comme la femme du docteur Antoine ? Combien de compétences, de désirs et de rêves avais-je abandonnés pour être l'épouse parfaite, la mère dévouée, la grand-mère disponible ? Et qu'avais-je reçu en retour ? Un mari qui, à 73 ans, préférait encore l'excitation de tromper à la tranquillité d'un amour mature. Le 4e mois après la découverte, j'ai commencé à fréquenter un atelier de peinture, reprenant un hobby que j'avais abandonné en me mariant. À ma surprise, mes mains, maintenant plus ridées et tachées, savaient encore danser sur la toile. Chaque coup de pinceau était comme libéré des années d'émotions refoulées. J'ai commencé avec des paysages doux, mais bientôt mon art est devenu plus expressif, presque turbulent, dépeignant des femmes plus âgées dans des moments de rupture et de libération. « C'est intense, Madame Amélie », commenta le jeune professeur, Mathieu, quand je lui ai montré une toile d'une femme âgée brisant des chaînes. Il y a une force là que je ne vois pas chez beaucoup de jeunes élèves. L'expérience a ses avantages, Mathieu. Quand on a vécu aussi longtemps que moi, on apprend à transformer la douleur en quelque chose de beau, ou du moins, d'honnête. Le 5e mois, lors de la fête d'anniversaire des 95 ans de ma belle-mère, le premier grand tournant s'est produit. Nous étions tous réunis dans la salle des fêtes de la résidence où elle vivait. Les mêmes personnes que d'habitude, les mêmes conversations superficielles, la même comédie collective. Mais cette fois, je n'étais pas disposée à participer au théâtre familial. Quand l'heure du toast est arrivée, j'ai pris mon verre et me suis levée. Tous attendaient le discours traditionnel de la belle-fille dévouée, plein d'éloges à la matriarche et de souvenirs des bons moments en famille. À Madame Clémence, commençai-je, observant les sourires d'approbation, qui nous a enseigné des valeurs importantes comme la loyauté, l'honnêteté et le respect. Les sourires commencèrent à vaciller, qui nous a montré l'importance de maintenir les apparences avant tout, même si cela signifie permettre à son fils de tromper sa femme pendant des années,
avec la connaissance et la complicité de tous. Le silence qui suivit fut absolu. J'ai vu le visage de ma belle-mère blêmir. Mes enfants se figeaient avec leurs verres en l'air, et Antoine me regardait comme si j'étais une étrangère. « Amélie, tu es perturbée. » Antoine tenta d'intervenir, la voix tremblante. « Perturbée ? Non, mon cher. Perturbée, je le serais si je continuais à faire semblant de ne pas tout savoir. De ta maîtresse Élise, des rendez-vous les mardis et jeudis, de l'argent que tu as détourné de notre retraite pour lui plaire, et surtout, de la complicité de chaque personne dans cette pièce. Alors oui, trinquons à la famille et à ses valeurs. » J'ai levé mon verre, bu une gorgée, puis l'ai posé calmement sur la table. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une exposition de peinture à préparer. Ma première, à 72 ans. Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas, Madame Clémence ? Je suis sortie de cette fête les jambes tremblantes, mais la tête haute. Le portable n'a pas cessé de sonner pendant le reste de la soirée. Appels de mes enfants, messages de ma belle-fille, même un SMS laconique d'Antoine. Il faut qu'on parle. J'ai éteint l'appareil et pour la première fois depuis des décennies, j'ai dormi profondément, sans me soucier de ce que les autres penseraient de moi. Le lendemain matin, en rallumant le portable, je découvris 37 messages non lus. Le précisément dernier était de ma petite fille Gabrielle. « Je suis fière de toi, mamie. Je serai là dans 30 minutes. » Quand Gabrielle est arrivée, elle m'a trouvée en train de peindre dans le petit bureau que j'avais improvisé à la maison. « Mamie, toute la famille est en émoi. Papy a passé la nuit chez Tati Marlène. Papa est furieux disant que tu as humilié tout le monde. Et l'arrière-grand-mère met ton comportement sur le compte des problèmes cardiaques qu'elle a eus ce matin. » J'ai continué à appliquer des tons de rouge sur ma toile. « Ton arrière-grand-mère survivra. Elle a déjà survécu à 2 guerres mondiales et à 5 maris. Une belle fille qui montre enfin les griffes ne va pas la tuer. » Gabrielle s'est assise à côté de moi, observant la peinture prendre forme, une femme âgée tournant le dos à une maison en flammes, regardant un horizon ensoleillé. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda-t-elle doucement. J'ai posé le pinceau et regardé ma petite fille, la seule qui m'avait vue comme une personne, pas seulement comme la grand-mère ou la femme de quelqu'un. Maintenant, ma chérie, commence le reste de ma vie. La semaine qui suivit fut un tourbillon. Antoine est finalement rentré à la maison, non pas pour s'excuser, mais pour exiger des explications sur mon comportement inapproprié à la fête de sa mère. 52 ans de mariage, Amélie. 52 ans gâchés pour un de tes caprices. Je me suis assise calmement dans le fauteuil du salon, observant cet homme que j'avais un jour aimé avec toute l'intensité qu'une jeune femme de 20 ans pouvait aimer. Maintenant, à 72 ans, je le voyais clairement, non pas comme le méchant de l'histoire, mais comme un homme faible, prisonnier de conventions sociales qui lui permettèrent de croire que l'infidélité était son droit. Caprice, Antoine, c'est ainsi que tu qualifies ma dignité. C'est ainsi que je qualifie cette exposition inutile. Si tu avais des doutes, tu aurais pu me demander en privé, comme une épouse respectueuse l'aurait fait. J'ai ri, je n'ai pas pu m'en empêcher. Un rire sincère, qui semblait des décennies plus jeune que moi. Respectueuse, comme tu as été respectueux en couchant avec une autre pendant que j'étais à l'hôpital, ou comme notre famille a été respectueuse en me cachant tout pendant des années. Je me suis levée, sentant une force qui ne venait pas des muscles, mais de l'âme. Non, Antoine. Le temps où j'acceptais des miettes de respect en échange de ma dévotion inconditionnelle est terminé. Que veux-tu alors ? Le divorce ? À notre âge, tu as perdu la tête ? Au contraire, je l'ai enfin retrouvé. J'ai marché jusqu'à l'étagère et pris un dossier que j'avais préparé. Voici les termes que mon avocat a préparés. Oui, j'ai un avocat maintenant. Maître Dubois, le neveu de Simone, mon ami du cours d'informatique. Je te suggère de lire attentivement. Son visage blêmit en feuilletant les documents. La moitié de la maison, la moitié de la retraite, c'est du vol. C'est la justice, Antoine. 52 ans à construire une vie ensemble me donne ce droit. Et avant que tu n'essaies de cacher des biens, sache que j'ai des copies de tous nos documents, y compris ce compte aux îles Caïmans dont tu penses que je ne connais pas l'existence. Ses yeux s'écarquillèrent. C'était un bluff, bien sûr, mais ça a fonctionné. Pendant des décennies, j'avais laissé les finances entre ses mains, signant des documents sans les lire, faisant aveuglément confiance. Maintenant,
Sa réaction confirmait qu'il y avait plus de secrets au-delà de la maîtresse. La semaine suivante, nos enfants organisèrent une réunion de famille, sans moi, initialement. Quand je l'ai découvert, grâce à Gabriel, j'ai exigé d'y participer. Je les ai trouvés chez mon fils aîné, tous avec des expressions solennelles comme s'ils assistaient à un enterrement. « Maman », commença mon fils, « nous sommes inquiets de ton comportement récent. Ces cours, ces peintures étranges, cette histoire de divorce. Ne penses-tu pas que tu réagis de manière excessive ?» J'ai regardé autour de la pièce. Mes 2 enfants, leurs épouses, ma belle-mère, qui s'était apparemment remise miraculeusement de ses problèmes cardiaques. Et, bien sûr, Antoine, assis en bout de table comme le patriarche lésé. Excessive ? J'ai répété le mot, sentant son poids. Excessif, c'est que vous m'ayez caché pendant 3 ans que votre père avait une liaison. Excessif, c'est que vous ayez décidé pour moi ce que je devais savoir ou non sur ma propre vie. Excessif, c'est de penser qu'à 72 ans, je devrais simplement accepter les miettes de dignité que vous voulez m'offrir. Maman, nous comprenons que tu es blessée, mais à cet âge, un divorce. À cet âge, j'ai interrompu ma belle-fille. À cet âge, je devrais accepter n'importe quoi. Pour ne pas déranger, à cet âge, je ne mérite pas le respect, l'honnêteté, la loyauté. Quel âge serait approprié pour exiger le minimum d'un mariage ? Dites-moi. Ma belle-mère, toujours si contrôlée, ne put se retenir. De mon temps, les femmes supportaient ces choses avec dignité, en silence. Ton scandale public nous a tous humiliés. Je me suis tournée lentement vers elle. De votre temps, Madame Clémence, les femmes mouraient en silence, consumées par les déceptions et les rêves non réalisés. Peut-être avez-vous choisi ce chemin. Moi, j'en choisis un autre. Je suis sortie de cette réunion avec la certitude d'avoir perdu une partie de ma famille, mais d'avoir récupéré quelque chose de bien plus précieux. Ma voix, mon autonomie, ma capacité à décider par moi-même. Dans les mois qui suivirent, le divorce suivit son cours avec la lenteur attendue du système judiciaire français. Antoine tenta tout, de contester la valeur des biens à menacer de me laisser sans rien, prétendant que je n'avais jamais contribué financièrement à la famille. Comme si élever 2 enfants, gérer une maison et soutenir sa carrière pendant des décennies n'avait aucune valeur économique. Pendant cette période, je me suis plongée dans la peinture avec une dévotion presque obsessionnelle. Mon petit bureau devint un atelier improvisé, avec des toiles éparpillées sur le sol et des peintures occupant chaque surface disponible. Je peignais des histoires de femmes, pas seulement la mienne, mais celle de toutes celles que j'avais rencontrées dans les cours et les groupes de soutien que j'avais commencé à fréquenter. Mon exposition, qui devait initialement n'être qu'un exercice thérapeutique suggéré par Simone, prit forme et substance. Une petite galerie, dirigée par une nièce d'une amie du cours d'informatique, Pascal, proposa d'exposer mon travail. « Vos peintures ont une authenticité que nous voyons rarement, Madame Amélie », dit la jeune Pascal, en visitant mon atelier, improvisé. Il y a de la douleur là, bien sûr, mais surtout il y a un parcours de libération auquel beaucoup de femmes vont s'identifier. J'ai donné à l'exposition le titre « Renaissance à 72 ans », une déclaration qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. La date coïncida, par une ironie du destin, avec ce qui aurait été notre 53e anniversaire de mariage. J'ai envoyé des invitations à toute la famille, sans m'attendre à ce qu'ils viennent. À ma surprise, certains sont venus. Ma fille, qui avait initialement pris le parti de son père, est apparue avec son mari et ses 3 enfants. Gabriel, bien sûr, était là depuis le début, aidant aux préparatifs. Quelques vieux amis, des voisins, et surtout, les nouvelles amies que j'avais faites dans les cours. La grande surprise fut la présence de ma belle-mère, Madame Clémence, appuyée sur une canne et accompagnée de son infirmière. À 95 ans, elle avait décidé d'affronter ses propres contradictions pour être là. « Vos tableaux sont troublants, Amélie », commenta-t-elle en observant une peinture montrant une femme âgée tournant le dos à une horloge cassée. « Mais il y a une honnêteté en eux que je ne peux nier. Peut-être si, de mon temps, nous avions eu cette liberté. » Elle n'a pas terminé sa phrase. Mais ce n'était pas nécessaire. Dans ce bref moment de vulnérabilité, j'ai entrevu la femme derrière la façade rigide, une femme qui avait aussi fait des sacrifices, avalé des déceptions, s'était adaptée aux limites de son temps. « Il n'est jamais trop tard, Madame Clémence », répondis-je en lui tenant la main ridée. « À 95 ans, vous pouvez encore raconter votre histoire.
Antoine n'est pas venu, bien sûr. À la place, il a envoyé un bouquet de roses rouges, les mêmes qu'il m'offrait à chaque anniversaire de mariage, avec une carte qui disait simplement « Pardonne à un vieil imbécile ». J'ai demandé à Gabriel de placer les fleurs à l'entrée de l'exposition, à côté d'un tableau qui représentait une femme âgée brûlant de vieilles photographies. À côté, j'ai placé une coupure agrandie de la carte, avec une légende que j'ai écrite à la main. Le pardon n'est pas l'oubli, c'est la liberté d'aller de l'avant. 17 tableaux furent vendus ce soir-là, un nombre qui surprit tout le monde, y compris moi. L'argent, ajouté à la part que j'ai reçue dans l'accord de divorce, finalement conclu après 8 mois de bataille juridique, m'a permis de réaliser un vieux rêve. Acheter un petit appartement à La Rochelle, ville que je n'avais visitée qu'une fois, des décennies auparavant, et où je m'étais promis de revenir un jour. J'ai déménagé l'hiver suivant. Un appartement simple, face à la mer, décoré seulement de l'essentiel et d'un espace dédié à mon atelier. Gabriel est venu avec moi les premières semaines pour m'aider à m'installer, mais a vite compris que j'avais besoin de ce temps seul. « Tu es sûre que ça va aller, mamie ?» Seule, dans une nouvelle ville, loin de la famille, j'ai regardé, par la fenêtre, la mer agitée de juillet, si semblable au tumulte qu'avait été ma vie l'année précédente. Je ne suis pas seule, ma chérie. Je suis avec la femme que j'ai passé des décennies à ignorer, moi-même. Certains membres de la famille ont tenté de m'en dissuader, évidemment. Une dame de votre âge, vivant seule, et si vous tombez? Malade, et si vous chutez? Et si... La liste des préoccupations était interminable, toute masquant le véritable malaise. Une femme de 73 ans choisissant sa liberté plutôt que la commodité des autres. Si je tombe, je me relève. Si je suis malade, j'appelle un médecin. Si j'ai besoin d'aide, je demande. Comme n'importe quel adulte le ferait, répondis-je, fatiguée des infantilisations constantes. À La Rochelle, j'ai trouvé une communauté d'artistes plus âgés qui, comme moi, avaient découvert ou redécouvert leur passion pour l'art après 60 ans. Chaque semaine, nous nous réunissions chez l'un ou l'autre pour des séances de peinture, des discussions sur les techniques et inévitablement, le partage d'histoires de vie. C'est lors d'une de ces réunions que j'ai rencontré Édouard, un veuf de 75 ans, qui avait été professeur de littérature avant de se consacrer à la sculpture. Notre connexion fut immédiate. Pas romantique initialement, mais une amitié basée sur le respect mutuel et la compréhension partagée de ce que signifiait recommencer au 3e âge. Quand Béatrice est morte, j'ai cru que ma vie était finie aussi, m'a-t-il raconté lors d'un coucher de soleil sur la plage. C'était 40 ans d'un mariage heureux, 3 enfants, 7 petits-enfants. Puis, juste le vide. Il m'a fallu 2 ans pour comprendre qu'honorer sa mémoire ne signifiait pas arrêter de vivre. Ces mots résonnèrent profondément. Pendant si longtemps, j'avais défini mon existence à travers Antoine et la famille que nous avions construite. Maintenant, j'apprenais à me définir par moi-même, mes choix, mes désirs, mon âme. À Noël cette année-là, je suis retournée à Lyon pour passer les fêtes en famille. J'ai loué une chambre d'hôtel, refusant poliment les invitations à rester chez mes enfants ou ma belle-mère. J'avais besoin de cet espace propre, de cette indépendance pour laquelle j'avais tant lutté. Le réveillon de Noël eut lieu chez ma fille. Une réunion plus petite que les traditionnelles, avec des absences notables, y compris Antoine, qui avait choisi de passer les fêtes avec son frère à Toulouse, ou peut-être avec Élise, son ex-maîtresse qui, selon les rumeurs familiales, était officiellement devenue sa compagne. Pendant le dîner, ma belle-mère, maintenant âgée de 96 ans et de plus en plus fragile, demanda à s'asseoir à côté de moi. Pendant un long moment, nous sommes restés en silence, observant la famille interagir. « Tu sais, Amélie » dit-elle enfin, sa voix presque un murmure. « Toute ma vie, j'ai suivi les règles. J'ai été la fille obéissante, l'épouse, dévouée, la mère pleine d'abnégation. J'ai cru que cela apporterait le bonheur, ou du moins, la paix. Mais en te voyant maintenant, il y a une lumière dans tes yeux que je n'ai jamais eue. J'ai tenu sa main ridée, sentant la fragilité des os sous la peau fine. Il n'est jamais trop tard, Madame Clémence. Il n'est jamais trop tard pour découvrir qui nous sommes vraiment. » Elle sourit, un sourire triste, chargé de décennies de conformisme. « Pour moi, c'est trop tard. Mais je suis heureuse pour toi, même si c'était aux dépens de la réputation de mon fils. La réputation de votre fils a été entachée par ses propres choix, pas par les miens. » Répondis-je gentiment, mais fermement.
À la fin de cette visite, je suis retournée à La Rochelle avec un sentiment mitigé, de mélancolie et de libération. J'avais perdu beaucoup au cours de l'année écoulée. Un mariage de 5 décennies, quelques amitiés, même un certain confort dans la routine connue. Mais j'avais gagné quelque chose de beaucoup plus précieux, la version la plus authentique de moi-même. Le voyage n'a pas été facile et il n'est pas terminé. Il y a des jours où la solitude pèse, où la familiarité d'une vie partagée si longtemps me manque. Il y a des nuits où je me réveille et dans un moment confus entre sommeil et veille, j'espère trouver Antoine à mes côtés. Il y a des dimanches où l'odeur du plat qui mijote apporte une vague de nostalgie presque suffocante. Mais il y a aussi des matins où je me réveille avec le soleil se levant sur la mer, sans autres obligations que celles que je choisis pour moi-même. Il y a des après-midi entiers consacrés à la peinture, sans interruption ni engagement. Il y a de nouvelles amitiés, basées non pas sur des liens familiaux ou des conventions sociales, mais sur des affinités sincères et un respect mutuel. Il y a Édouard, dont l'amitié a évolué vers quelque chose de plus profond, non pas un substitut à ce que j'ai perdu, mais quelque chose d'entièrement nouveau. Une camaraderie mature entre deux personnes qui ont suffisamment vécu pour savoir ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas, libres des attentes sociales ou des pressions familiales. Je n'aurais jamais imaginé qu'à 73 ans, je commencerais un nouveau chapitre, lui ai-je commenté lors d'un dîner aux chandelles sur le balcon de mon appartement. La vie suit rarement le scénario que nous prévoyons, répondit-il, ses yeux reflétant la sagesse de ses 76 ans. C'est peut-être ça, sa beauté. À l'anniversaire d'1 an depuis la découverte de cette photo sur WhatsApp, le déclencheur qui a provoqué toute cette transformation, j'ai réalisé ma 2e exposition. Renaissance. 1 an après, a été montée dans une galerie plus grande, avec 32 œuvres documentant mon parcours. J'ai envoyé des invitations à toute la famille, y compris Antoine. Cette fois, à ma surprise, il est venu. Plus mince, paraissant plus âgé, mais toujours avec cette posture élégante qui l'avait toujours caractérisé. Je l'ai observé de loin, tandis qu'il marchait lentement entre les tableaux, s'arrêtant, plus longtemps devant celui qui montrait une femme âgée debout sur les décombres d'une maison, regardant l'horizon avec une valise à la main. Je me suis approchée silencieusement, m'arrêtant à ses côtés. « C'est une belle œuvre, Amélie », commenta-t-il sans me regarder. « J'ai toujours su que tu avais du talent. Je regrette de ne pas l'avoir encouragé davantage. Merci d'être venu, Antoine. » Nous sommes restés en silence un moment, 2 étrangers qui avaient un jour partagé 5 décennies de vie. « Tu vas bien ?» demanda-t-il finalement, se tournant pour me regarder dans les yeux. « Tu sembles heureuse ?»« Je le suis, » répondis-je simplement. « Pas tous les jours, pas sans difficulté. Mais oui, je vais bien. Et toi ?» Il haussa les épaules, un geste étrangement juvénile pour un homme de 74 ans. « Je survis. Élise et moi, eh bien, ça n'a pas marché. Je suppose que rien ne remplace 52 ans d'histoire partagée. J'ai senti une pointe de quelque chose. Pas exactement de la pitié. Peut-être une compréhension plus profonde de ce que nous avions tous deux perdu et gagné. L'histoire partagée est précieuse, Antoine. Mais ce n'est pas tout. Parfois, il faut écrire un nouveau chapitre, même si c'est seul. À la fin de l'exposition, alors que presque tout le monde était parti, j'ai trouvé une enveloppe discrète laissée à côté du livre d'or. À l'intérieur, une feuille de papier avec l'écriture familière d'Antoine. « Pardonne-moi de ne pas avoir été l'homme que tu méritais. Ton courage me fait honte et m'inspire. Vis pleinement, Amélie. Tu as toujours mérité plus que ce que j'ai su donner. » J'ai soigneusement plié le papier et l'ai rangé dans mon sac. Ce n'était pas une réconciliation et je ne la souhaitais pas. C'était une reconnaissance de ma force, de ma valeur, de mon autonomie, une conclusion digne pour une histoire de 5 décennies. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, dans le petit appartement face à la mer, qui était maintenant mon refuge et mon royaume. Je me suis assise sur le balcon avec un verre de vin, observant la lune se refléter sur les eaux sombres, et j'ai ressenti une paix qui m'avait échappé pendant des décennies. À 73 ans, j'avais enfin compris la leçon la plus importante. Il n'est jamais trop tard pour rompre les silences, briser les schémas, réécrire les histoires. Il n'est jamais trop tard pour découvrir qui nous sommes vraiment lorsque nous nous libérons des attentes des autres et trouvons notre propre voie. Et jamais, au grand jamais,
il n'est trop tard pour renaître.